Bonjour et bienvenue sur ce 4e podcast Passion démentielle où aujourd'hui j'ai la chance d'être accueilli par Gilles Cadamuro, un chef cuisinier restaurateur de Montauban, et on va lui poser quelques questions sur son parcours, comment il a commencé, comment est venue cette passion de la cuisine, qu'est-ce qu'il propose comme plat, comment il a évolué aussi depuis quelques années. On va parler de tout ça, de cette adresse incontournable à Montauban, et on va parler de Gilles qui est un cuisinier passionné, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est ici. Je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, sinon je vous invite également à mettre cette vidéo en favori, à activer les cloches de notification, ça nous donne de la force pour continuer ce podcast. Sur ce, je vous souhaite un agréable épisode, l'épisode 4 de Passion démentielle. Bonjour Gilles. Bonjour Gaël. Ça fait plaisir d'être accueilli chez toi. Moi, ça me fait plaisir de te recevoir. Voilà. Si aujourd'hui on est ici, c'est parce que je souhaitais te présenter à nos auditeurs. Et puis surtout, c'est un podcast de passionnés. Et il me semble que pour faire de la cuisine, il faut être passionné. Voilà. Et puis surtout depuis longtemps que tu en fais. Ouais. Donc tu vas nous parler de ton parcours. Mais là, avant de commencer, tu vas te présenter. Donc, qui tu es? Vas-y, c'est à toi. Alors, je m'appelle Gilles Cadamuro, donc. Je suis cuisinier depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire j'ai fait l'école hôtelière à 16 ans. Et donc, je suis restaurateur depuis 2005 sur Montauban. Voilà, donc on a fait 15 ans en centre-ville, place de la Cathédrale. Et maintenant, on est sur l'hippodrome. Depuis 2021, post-Covid. D'accord, bon, alors, tout ça on va en parler justement. Ouais. Moi ce que j'ai envie de savoir, c'est comment t'es venu cette envie de te mettre à la cuisine. Est-ce que c'est une histoire familiale? Oui, il y a de ça, mais c'est ça. Enfin, on dit toujours la grand-mère, mais bon, c'est vrai que moi, mon oncle avait le café de Fenouillet à l'époque. Il y en a eu plusieurs, mais bon, entre autres celui-là. Et je me souviens que pendant les vacances, j'allais avec mes grands-parents. Ma grand-mère faisait la cuisine dans le café-restaurant du village de Fenouillet. Et c'est vrai que peut-être que j'ai, inconsciemment, ça m'a plu, l'ambiance qu'il y avait, tout ça. Ça m'a plu, et puis bon, je lui filé la main un petit peu. Et puis voilà, après j'ai un autre oncle qui a eu un autre restaurant sur Toulouse. Quand j'ai senti qu'il y avait une accroche, je suis allé faire un petit stage chez lui. Et puis après, bon, voilà, j'ai fait l'école hôtelière, et puis en avant, quoi, c'est parti. Bon, ma grand-mère, c'est vrai qu'elle aimait beaucoup cuisiner. C'est une grand-mère italienne. Voilà, les gnocchi, tout ça, c'était... ça sentait voilà, à la maison. C'était tout, il y avait fait plein de choses, quoi, les lasagnes, tout ça. Ouais, surtout qu'à l'époque... Je suis gourmand, donc voilà. Tu es devenu gourmand, à cause peut-être de ta grand-mère. En fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est vrai que c'était une autre époque. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir dire dans 30 ans, c'est ma grand-mère qui m'a donné le goût de la cuisine? Mais c'est vrai. Non, mais la vie a changé. La vie a changé. Les femmes ne vivent plus comme avant. Bien sûr. Souvent elles travaillent, elles ont une occupation, et moins le temps d'être à 100% dans le fourneau. Bien sûr. Cuisiner, mijoter, tout ça, ça prend du temps. Oui, parce que surtout qu'à l'époque, souvent les familles italiennes en plus, il y avait pas mal d'enfants, donc il fallait réfléchir à faire de la cuisine pour tout le monde. Il fallait gérer. Il fallait gérer, voilà. Même si la vie était peut-être, je sais pas comment était la vie, ça a été vraiment moins cher, ou parce que bon, c'était quand même dur. Ils bossaient quand même. Ils bossaient quand même pas mal, mais ils arrivaient à bosser avec un salaire. Oui. Voilà, donc, et du coup, ils arrivaient à faire des recettes. Ça t'oblige, à un moment donné, tu es obligé, quand tu as un petit salaire, tu es obligé de créer des menus. Même là, aujourd'hui, avec l'inflation, en tant que particulier, si tu fais pas des menus, t'es mort. Ouais, c'est sûr. T'es mort, ça coûte trop cher. C'est sûr. Tu manges n'importe comment en plus. Voilà. Donc c'est vrai que on a cette image de la grand-mère qui est dans la cuisine, en train de faire mijoter des plats, des odeurs. Ouais. Mais après, voilà,
avant, moi je me souviens, mon grand-père, bon, il bossait toute la journée, il était maçon, mais ils avaient toujours un jardin, ils avaient toujours des légumes frais, tout ça. Ils se débrouillaient, quoi. Je veux dire, avec pas grand-chose, ils arrivaient à faire... mais pas mal. Voilà, c'était un autre mode de vie, quoi. Tout à fait. Maintenant, faire le jardin... Il y en a qui le font encore, mais... peut-être qu'on le refait à partir de 40 ans. Voilà. Quand tu es propriétaire, que tu as un peu de temps, tu as des enfants. Tu as un peu plus de temps, peut-être. C'est vrai que quand tu es jeune... Mais quand tu es jeune, tu n'as pas forcément envie de faire le jardin, c'est vrai. Mais du coup, il y a quand même... Si tu as débuté dans la cuisine, c'est parce que, bon, voilà, il y a quand même des choses qui ont fait que tu avais de la famille de la restauration un petit peu. Voilà, donc, tu t'en donnais un petit peu ce goût. Et ensuite, tu as choisi ça. Donc, tu as fait une école hôtelière. Oui. Donc à partir de quel âge t'es parti 16 ans. 16 ans, ok. Tu es allé où? Alors, j'ai fait l'école hôtelière à Saint-Gaudens. D'accord. C'était un lycée privé. Donc j'ai fait mes 2 ans CAP, BEP. À l'époque, c'était les deux. Et j'ai fait une mention complémentaire de pâtisserie sur 1 an. D'accord. Et puis après, alors l'école, ça te donne des bases. Parce qu'il y a un mais, après, il faut rentrer dans le monde du travail. Et là, c'est un autre rythme, on va dire. C'est moins dilettante, peut-être. Ah oui. Parce que quand tu es à l'école hôtelière, tu vas mettre une matinée pour faire un plat et un dessert. Oui, c'est en fait pas la réalité. Dans la restauration, après, quand tu es dans le métier, il faut produire, Donc, un autre rythme, et des fois, c'est un peu dur au départ de prendre le rythme. Le wagon, quoi, tu vois. Bien sûr. J'ai l'impression que l'école, elle forme on va dire, au minimum. C'est pour te donner les bases, quoi. Ça va te donner des bases, peut-être. Parce que si ils te disent direct, non, ça, il faut le faire très rapidement. Tu vois, c'est pour la cuisine. Mais bon, après c'est vrai que quand les jeunes rentrent dans le métier, quand on leur dit, allez, vas-y, maintenant il faut y aller. Il faut accélérer. Sinon, on ne peut pas être prêt à midi. Après, c'est vrai que des fois, ça décroche. C'est ça. Il y a beaucoup de... Il y avait une étude qui avait été faite sur le journal L'Hôtellerie-Restauration. Au bout de 5 ans, il y avait 75% de gens qui arrêtaient. Quoi. C'est énorme. 5 ans après le diplôme. Tu vois. Donc, et puis, il y a les contraintes horaires, il y a... Alors, à l'école, les contraintes horaires, tu les as pas, quoi, tu vois. Tu fais des stages, ça te met déjà un petit peu en condition. Après, c'est compliqué de dire des contraintes horaires, parce que tu dis quand tu aimes un métier, oui, c'est ça. Normalement, les horaires, c'est pas grave. Alors après, je suis d'accord, quand tu travailles midi et soir, c'est un sacré boulot, la restauration. T'as plus de vie. C'est ça. Quand tu es jeune... quand tu es jeune, tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé chez M. Paul, à Collonges, Paul Bocuse. Donc, tu as commencé là-bas? Oui. Oui, donc t'as pas rigolé? Non, enfin, j'ai fait quelques stages avant, quelques saisons avant, on va dire 2-3 saisons, dans un restaurant, un très bon restaurant, mais qui n'était pas étoilé. Et j'ai senti que si je restais dans ce genre de restaurant, ça allait être difficile d'évoluer, quoi, tu vois, d'apprendre ce que je voulais. J'avais envie, j'avais soif d'apprendre, et il fallait que j'aille dans des trucs étoilés. Tu avais envie d'apprendre quoi? La belle cuisine, la bonne cuisine. Je voyais je bouquinais beaucoup et je voyais des beaux livres. Voilà, style à l'époque c'était le Turiez Magazine. Je voyais les assiettes. Ça décoiffe, quoi. C'est ça que je veux faire, quoi. C'est des trucs. De l'art, quoi. Voilà. Et donc après il a fallu que j'ai dit c'est bien ce que je fais, mais voilà, si je veux faire des belles choses, il faut que j'aille ailleurs. Dans des beaux restaurants, des restaurants étoilés. Et donc, j'ai envoyé des CV et on m'a répondu, vas-y, banco. Donc, tu es rentré chez Paul Bocuse? Chez Paul Bocuse. À la Maison Mère, à la Maison Mère. Parce qu'il avait plusieurs restaurants. Mais... et c'était où? C'est où? À Collonges au Mont d'Or, à côté dans la banlieue de Lyon. D'accord, ok. On va dire à 15 km de Lyon. Mais ça a été... Ça a été rude? Oui. Ah oui? Ah oui. Alors tu vas nous en parler de ça, parce que ça m'intéresse. Ça a été rude. C'était... c'est notre époque. C'était en 94, 95. Oui, d'accord. Et c'est quoi que tu as trouvé dur? Le rythme. D'accord. L'intensité, c'était... Ah oui. C'était très très dur.
Mais bon, ça fait partie de la truc. Bon, nous, après, j'étais jeune, mais on travaillait pour Paul Bocuse. On était tous. Alors, on était une quinzaine dans la cuisine, mais il y avait le restaurant Paul Bocuse, le Trois Macarons, et à côté, il y a l'abbaye. L'abbaye de Collonges, donc c'est une salle de réception où ils mettent 250-300 couverts. Ah oui. Et moi, quand j'ai commencé, c'était en novembre. Donc, fin d'année, repas de société. Repas de fin d'année. Et on préparait tout aux Trois Macarons. Moi, j'étais au poisson quand j'ai commencé. Il y avait un chef de partie, j'étais commis. Et il y avait un stagiaire japonais. D'accord. Qui parlait pas très bien le français, pauvre. Mais le matin, quand on arrivait, on avait les caisses de poissons, parce qu'il a une sacrée carte, quoi. Les filets de rougeole, les cailles de pommes de terre, le bar en croûte, il y avait tous les poissons habillés, il y avait... Mais lui, alors du coup, tu le voyais... Alors lui... Ou c'était plutôt un chef... Il avait deux chefs à l'époque, deux chefs de cuisine, Roger Jaloux et Christian Bouvarel, qui étaient les deux meilleurs ouvriers de France et qui géraient la cuisine. Lui, il faisait du business, il avait ses affaires, il créait, il développait son entreprise à travers le monde. Et puis à l'époque, ils ouvraient la brasserie Le Nord à Lyon même. Et après, ils ont ouvert le Sud, l'Est, l'Ouest. Ils ont compris que ça marchait, alors voilà. Mais donc Monsieur Paul, comme on l'appelait là-bas, de temps en temps il se mettait, il y avait la cuisine et il y avait un banc devant la cuisine dans le couloir. Il se mettait, il s'asseyait et regardait. Il vous regardait travailler. Ouais. Déstabilisant, non? Il fait abstraction parce que le gars, il a quand même un sacré charisme. Un CV. Ouais, et puis à l'époque, en plus, toujours pareil, on avait encore peut-être un peu plus de respect pour des gens comme ça. Ouais, complètement. Nous, on bossait, franchement, on commençait à 8h le matin, on finissait, c'était 15h30, à 17h, on rembauchait jusqu'à minuit. Et puis, t'avais pas le droit de râler, quoi. Et puis la tête dans le guidon, et vas-y, tu tapes dedans, tu as le taf à faire et il faut le faire. Donc tu as l'impression d'avoir quand même, tu as beaucoup appris. Ah oui, complètement. Là, c'était une grosse, un gros pas en avant dans ton métier. C'est ça. Et puis après, une fois que tu as ça sur ton CV, ça ouvre des portes. Quand tu postules dans un truc, tu dis moi j'aimerais bien aller là, t'envoies le CV. Oui. Tu viens. Tu m'étonnes. Et ouais, c'est ça. Quand tu travailles chez les meilleurs. Paul Bocuse, aujourd'hui, le nom reste quand même. Après, ça suit. Voilà. Ça suit. Il y a quand même les chefs qui sont là-bas. Ils font pas n'importe quoi. Au contraire, ils essayent d'évoluer. Ils sont obligés toujours, au final, d'apporter des tendances, de se remettre en question. Ils gardent quand même une base. La tradition. Oui, d'accord. Ils ont appelé ça la tradition en mouvement. Voilà. Ils ne veulent pas se cantonner à ce que faisait M. Paul, puisque la cuisine a évolué. Bien sûr. Ils apportent leurs trucs, les tendances actuelles, mais tout en gardant la tradition, les bases de tradition. Après, c'est les belles valeurs, c'est les valeurs de la cuisine. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'en France, on a de la chance. On a quand même une... Je sais, j'ai voyagé un petit peu, pas partout, mais dans pas mal de pays. Et c'est vrai que quand tu reviens en France, tu te dis waouh, on a de la chance parce que des fois, tu cherches, tu veux manger de la qualité. Compliqué. Hein. Maintenant, il y a des adresses un peu partout. Il y a quand même des gens qui sont bons un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'on a de la chance quand même. On a de la chance. Et donc, suite à cette opportunité avec Paul Bocuse que tu as eue, qu'est-ce que tu as fait après? Alors après, je suis parti avec le sous-chef de Paul Bocuse qui prenait une place de chef de cuisine à l'époque au Roche, au Lavandou. C'était un relais château qui avait une étoile Michelin. D'accord. Donc j'ai fait une saison avec lui. Ok. Donc à Aiguebelle, à côté du Lavandou. Et après, je suis parti, donc la saison finie, il me proposait d'aller en Angleterre, mais bon... J'étais pas trop motivé.
et je suis parti dans l'arrière-pays niçois, chez Jean-François Sautier, qui avait à l'époque 2 étoiles Michelin. Donc voilà, je suis resté 2 ans chez lui. De chez Jean-François Sautier, je suis parti à l'Oasis, à la Napoule, qui avait aussi 2 étoiles Michelin. D'accord. Là-bas, j'ai rencontré le chef adjoint des frères Rimbaud, Georges Pellissier, qui lui a pris la place de chef au Byblos à Saint-Tropez. Donc à Saint-Tropez l'été et à Courchevel l'hiver, donc je l'ai suivi en tant que sous-chef au Byblos. Donc une grosse structure. J'imagine, on a fait 3 ans ensemble. Voilà. Et puis après, les choses ont fait que j'ai voulu rentrer sur la région. D'accord, dans le coin. Donc au début, sur Toulouse, je suis allé au bistrot du théâtre. C'était le TNT. C'était Gérard Garrigue qui était associé avec Jérôme Cadilla. Donc je suis resté 1 an chez lui, puis après j'ai dit bon, il faut que tu montes ton voilà, truc. il faut que je trouve quelque chose. Voilà. Voilà, donc après j'ai cherché. Donc tu avais quel âge quand tu es arrivé dans ce... c'est une bonne question, ça, je me souviens plus jeune. Ça date, ça commence à dater. On ne le dirait pas. Oui, non, mais bon. Attends, 2005. Donc j'avais 34 ans. 34 ans, ouais, ok. Voilà. Donc jusqu'à l'âge de 34 ans, tu es passé de maison en maison. Voilà. Voilà, il fallait tourner, il fallait voir plusieurs. Voilà, pour prendre par-ci, par-là, choper les trucs, les trucs qui m'intéressaient, quoi. Voilà. Et donc après, on a cherché. Bon, après, Toulouse, c'était quand même assez élevé au niveau des tarifs, des loyers. Fonds de commerce, tout ça. Je dis, bon, on va essayer aux alentours. Donc il y avait Albi, où j'avais une première touche. D'accord. Et puis après Montauban. Albi, ça s'est pas fait. Et, parce qu'il y en avait 2 sur l'affaire et il y en a un qui était plus rapide que moi. Donc j'ai cherché Montauban après. Et puis finalement, voilà. Donc tu as monté ton premier restaurant à Montauban. La Cave aux Délices, qui était situé donc place de la cathédrale. C'est ça. Voilà, à côté de l'hôtel du commerce. Ouais. Voilà, pour les gens pour qui ils le situent. Ouais. Voilà. Alors pour ceux qui sont déjà allés à la Cave aux Délices en centre-ville de Montauban, vous pouvez commenter, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé, mais en tout cas ça reste quand même une très belle adresse à Montauban, parce que pendant une époque quand même à Montauban on avait des belles adresses sur Montauban en termes de gastronomie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va en parler après, mais tu as toujours fait quand même de la cuisine gastronomique, c'est ça? Semi-gastronomique? Comment on peut définir ça? Comment te dire? Bon, dans mon parcours, c'était gastro. Ouais, d'accord. Après, quand j'ai voulu apprendre, j'ai dit... Le gastro, c'est compliqué à gérer quand même, le personnel, tout ça. Donc au début, j'ai dit on va essayer de faire un truc simple. Ouais. Moi, j'avais racheté une crêperie. Ah oui, c'est ça. Ça faisait 18 ans que c'était une crêperie, Place de la Cathédrale. J'ai dit on va rester dans le même créneau pour l'instant, pour démarrer. Je ne vais pas tout chambouler. Salut, j'arrive, c'est moi. Je vais tout casser. C'est bon. Non, surtout à Montauban où c'est quand même peut-être un peu plus difficile de faire changer les mentalités. Peut-être. Quand les gens sont habitués à quelque chose, c'est difficile. Donc, la personne qui m'a vendu le fonds de commerce à la crêperie, je lui ai dit apprenez-moi à tourner, parce que c'est quand même un tour de main, pour tourner les crêpes et les galettes sur le bilig. Il faut, voilà. Oui, il y a un truc, Et donc, j'ai mis 1 semaine pour pouvoir bien faire un truc bien fin, propre, rond, régulier. Donc, c'est lui qui m'a formé. Et puis après, moi, j'ai amené ma petite touche personnelle. Parce que les galettes, on peut les garnir ce qu'on veut, pas simplement le jambon, le fromage, l'œuf. Il y en avait des traditionnels, mais après on avait la menthe albanaise, avec le magret de canard, le foie gras poêlé, les pommes de terre à l'intérieur, voilà. C'est un peu plus gourmand. Voilà. C'est sûr. Puis plein d'autres comme ça. Quoi. Donc du coup, au départ, tu t'es adapté. Voilà, j'ai dit on va faire un truc... on va rester dans la lignée, mais peut-être un peu plus travaillé. Voilà, en apportant des trucs un petit peu. Comme ça pendant 1-2 années. Puis au moment donné, je me dis,
il faut passer à autre chose. Ouais, et ça va, mais bon. J'ai envie de me faire plaisir aussi. Puis j'avais à l'époque le patron de l'hôtel qui taquinait un petit peu, côté, avec le CV que vous avez, si vous faisiez un petit peu de cuisine, moi, mes clients ils seraient contents aussi. J'ai dit ok, bon, on va commencer comme ça, on a fait quelques petits plats. Quand j'ai vu que ça accrochait bien, j'ai dit allez, on refait tous les travaux dedans, on va changer le mobilier, on va changer la décoration parce qu'elle était un peu désuète. Et on va faire un restaurant traditionnel pour le départ. Ouais, avec quand même un côté atypique, parce que pour ceux qui n'ont pas connu ce restaurant à Montauban, c'était un restaurant qui était dans les caves. Cave voûtée, avec des briquettes, très traditionnellement montalbanais. Ouais, complètement. Voilà. C'était cosy, c'était petit. Combien de places tu avais dans ce restaurant? Alors en bas, dans la salle en bas, on mettait 30 couverts. 30 couverts, mais c'était un peu exigu. On va dire, c'était un peu serré, les tables étaient un peu serrées. Surtout quand tu étais un petit peu sur le côté, là, dans l'angle de la voûte. Voilà. Mais les gens, ils kiffaient. Ils adoraient. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs aussi, voilà, c'était à l'échelle humaine. Oui, il y avait ça. On avait l'impression d'être chouchouté. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'être un petit peu aussi. C'était un petit peu de l'exception parce que tu n'avais pas beaucoup de place. Donc, si tu avais de la chance de pouvoir manger là, c'était une chance. Donc, tu t'es fait connaître. Donc, petit à petit. Oui. Donc, de 2005 jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020, jusqu'au Covid, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le il y a eu le Covid, il y a eu aussi les travaux du parking. Qui ont ça a été avant le Covid. C'était, le parking a commencé à fermer en mai 2019. Ah, d'accord. Ils ont fermé le parking pour des amiantages, tout ça, les débuts des travaux. D'accord. Donc là, toi, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que c'est toi qui as pris la décision de partir de là? Tu pouvais y rester? Non, on ne pouvait plus rester. Tu ne pouvais plus rester? Là, à cette époque-là, on ne pouvait plus rester là. En fait, il y a eu donc mai 2019 jusqu'à mars 2020, Covid. Oui. On a tenu bon. Ok, vous avez travaillé. On a travaillé. Bon, mars 2020, confinement. Oui, confinement. Tous les restaurateurs doivent arrêter. Donc on a arrêté. Il y a eu un premier déconfinement en mai 2020. Et là, on a senti que nous, on ne pouvait plus bosser. Ouais. On avait en fait tous les matériaux pour reconstruire, parce qu'ils avaient déjà fait le trou, une vingtaine de mètres. Tous les matériaux pour reconstruire le parking étaient sur la route d'accès au restaurant. Avec ça, il y avait tout le coffrage, tout ça du parking. Oui, donc ça donnait pas envie d'y aller. Il y avait la poussière, il faisait commencer à faire beau, les gens voulaient manger dehors. Oui. Nous, impossible. Le bruit, la poussière. Bien sûr. On pouvait plus. Donc là, j'ai alerté les services de la mairie. J'aurais dit attention, moi je ne peux plus bosser là, je ne peux plus rouvrir, c'est pas possible. Ouais. Donc ils m'ont proposé plusieurs options. Plusieurs lieux. Ouais, plusieurs lieux. D'accord. Donc c'est bien, ils t'ont quand même proposé des choses. Dont celui-ci qui était libre depuis 6 ans. D'accord. Donc ce local où nous sommes ici, donc là nous sommes à l'hippodrome de Montauban. C'est ça. Et donc tu as aujourd'hui ton restaurant qui a déménagé à l'hippodrome de Montauban. Voilà. Donc tu es toujours vivant. Oui. C'est ce qu'on veut dire. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir tendance à se dire c'est important. la Caveau des Lys, ça n'existe plus parce que c'est un centre-ville, parce que voilà, c'est fermé à cause de tous les travaux, tout ça. Mais non, la Caveau des Lys, Gilles est toujours là. Gilles, de toute façon, il est là pour longtemps. Oui, j'espère. donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se faire plaisir, manger de la bonne cuisine. On va en parler de tout ce qu'il fait, mais je pense que c'est une belle adresse à découvrir, surtout à l'hippodrome. On a un cadre quand même qui est plutôt atypique. Ouais. T'aurais pas pu, je pense. T'aurais pas pu rêver mieux. Non, on est très bien. Là, les gens ne le voient pas, mais on a quand même une vue sur l'hippodrome. Ouais. Donc quand il y a des courses, donc il doit y avoir une ferveur, il doit y avoir un dynamisme. Complètement. C'est génial. C'est fou, quand il y a les courses, c'est... Voilà. Quand il fait beau, c'est encore mieux. Ouais. C'est top, parce qu'on a une belle terrasse. Voilà. Parce que là, on est au mois de mai, on rappelle quand même qu'on est au mois de mai. Alors moi, je me suis mis un pull, mais en mai, fais ce qu'il te plaît.
mais en pull. En pull. Fou quand même, un pull là. Ah oui. Donc oui, c'est un cadre parfait pour recevoir. Donc là, ici, tu as combien de places? Alors, à l'intérieur, dans la salle, on a 50 places. Ah ouais, donc déjà, tu as un peu plus de place. Voilà. 50 places assis. 50 en mode banquet, on va dire. Jusqu'à 55, on rentre facile. Oui, d'accord. Et après, en terrasse, on met à peu près 35 places. D'accord, oui, donc quand les beaux jours sont là, c'est quand même un restaurant qui peut être rempli à hauteur quand même. Oui, tu peux faire 80 personnes, 90 personnes. Oui. Ouais, donc c'est beau. C'est beau. Ouais, ben oui, tu es un peu plus t'es moins à l'étroit. Ah oui, Ouais. ouais, j'avais 30 places. Ouais, c'est sûr. Non, ouais, puis plus lumineux aussi. Oui, aussi. Donc ça aussi, ça fait du bien, je pense. Voilà. Ouais. Donc c'était, en fait, finalement, c'est dommage que tu sois parti du centre-ville. Oui. Parce que le centre-ville, ça reste quand même. S'il n'y avait pas eu toutes ces péripéties, bien sûr. Bon, après, entre les travaux et le Covid, t'as pas eu de chance. Voilà. Parce que bon, j'aimerais qu'on en parle aussi, mais le Covid, même si c'était il y a 4 ans, parce que c'était quand même déjà il y a 4 ans. Oui, ça va vite. Ça nous a quand même marqué quand même. Oui, bien sûr. Tous, hein. On a tous, en tant que chef d'entreprise, on a tous souffert. Ah oui. Moi, je fais de la pub je fais de la pub pour les artisans, les commerçants. Les entreprises, c'est pareil, c'est fini, il n'y avait plus de pub. Oui, bien sûr. C'était terminé. Et puis en plus de ça, ce qui a été fou aussi, c'est que si tu n'avais pas développé à ce moment-là un service de livraison, un machin comme ça, c'était... Oui. Je veux dire, il y a des restaurateurs qui ont dû se remettre en question dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Toi, c'était pas ton délire, parce que la cuisine gastro, ou semi-gastro, on va pas l'amener en Uber Eats. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est justement qu'on vient chez toi, on vient pour recevoir les gens, se faire plaisir. Ouais. C'est du plaisir, voilà. C'est vraiment, c'est pas de la cuisine qu'on a l'habitude de manger tous les jours. Ouais. Voilà, c'est pas de la cuisine traditionnelle. C'est de la cuisine traditionnelle revisitée. Voilà, où on va apporter un petit peu de technique, d'artistique. Oui, aussi dans la présentation du plat, d'avoir quelque chose déjà à la base de goûteux. Oui. Et puis ça peut être joli à l'œil. C'est mieux. C'est mieux, bien sûr. C'est ce qui fait aujourd'hui tous ces grands noms de la cuisine aujourd'hui qui sont médiatisés avec les réseaux sociaux. On le voit, tout passe par l'image. Oui, bien sûr. D'ailleurs, un film. C'est important maintenant, il faut. Voilà, on est obligé. Il faut vivre avec, c'est comme ça. D'ailleurs, justement, on en parle, c'est qu'aujourd'hui, au vu de ton emplacement, de ce que tu as aujourd'hui créé, on va travailler ensemble, nous. On a déjà travaillé ensemble il y a 15 ans. Il y a longtemps. Parce qu'il y a 15 ans, c'est moi qui t'avais fait ton logo. Oui. Et je m'en souviens parce qu'on avait rajouté ces fameuses pierres. La voûte. La voûte, voilà. Et pareil, tu m'avais fait confiance pour le logo, avec les couleurs aussi, qui sont sympas, qu'on a apportées. Et je suis fier de me dire que 15 ans après, tu as quand même gardé le style du logo, les couleurs, etc. Même si on a déménagé, on a gardé quand même. Tu as enlevé les pierres du truc, normal, mais voilà, le style du logo, tu l'as gardé. Donc ça fait plaisir. Quand je vois mon logo, tous les logos que j'ai pu créer, qui sont aujourd'hui en circulation et qui fonctionnent, bien sûr, ça fait plaisir, on a apporté quelque chose. Donc on a travaillé ensemble il y a 15 ans, et là, effectivement, on parle d'image. Et aujourd'hui, moi, quand je vois ton restaurant, je me dis, il faut que les gens se rendent compte de la qualité de ton travail. Oui. Et donc, on va retravailler ensemble pour justement essayer de montrer aux gens tout ce que tu fais. Oui. Mais chacun son métier, comme on dit. C'est ça. Tu peux pas t'occuper de tout. Non. Voilà, c'est déjà ça prend beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Donc à un moment donné, il faut, comme on disait dans les autres podcasts, il faut savoir peut-être déléguer certaines tâches qui, mine de rien, aujourd'hui sont importantes pour la com. Complètement. Voilà. Parce qu'il faut être régulier, il faut sur les réseaux sociaux, il faut partager, il faut montrer, on est dans une ère, peut-être que toi, parce que toi tu es un restaurateur, tu es un cuisinier, tu n'es pas dans le business de l'image à la base. Non. Mais tu as vu cette évolution. Ah oui, complètement. Il y a quelques années,
C'était un journaliste qui venait te faire une belle photo, c'est ça. te mettre en avant sur un magazine, C'est ça. et ça te ramenait des gens. Ah, mais... Voilà. Bon, peut-être encore aujourd'hui. C'est plus pareil. Ouais, mais moi, j'ai eu la chance de faire la couverture d'un magazine. C'était en 2012. D'accord. Mais ça t'a ramené un monde fou propulsé, mais... tant que ça. Fou. C'était énorme, les retombées. En plus, j'étais en première page. Ah oui. Donc, couverture, j'étais affiché sur tous les bureaux de tabac, tout ça. Ah oui, il y avait ma tête avec le restaurant, tout ça. Donc, bon, ça m'a propulsé. Et puis, c'était une époque où le papier avait une valeur c'est ça. Un peu plus importante que le virtuel. Et aujourd'hui, justement, c'est inversé. C'est inversé. Complètement. Maintenant, on est tous avec le téléphone. D'ailleurs, les gens, je suis sûr que tu dois même halluciner. Enfin, c'est sûr. La plupart des gens, ils prennent tes plans photos. Ah, mais voilà. C'est régulier. Alors ça, pour moi, c'est réussi. Ouais. S'ils sortent le téléphone et qu'ils le prennent en photo, déjà, tu peux être sûr qu'ils vont le partager. Ils vont le diffuser, Donc déjà, ils te font la com. Donc c'est pour ça que tu as tout intérêt à ce que ce soit joli. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont des beaux téléphones aujourd'hui, ils ont des bons téléphones. Et aujourd'hui, ils sont capables de faire des vidéos, des photos de très bonne qualité, de donner une belle image et de dire ah putain, t'es allé où? Je suis allé manger à la Cave de Lys. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Quoi. C'est une nouvelle façon de travailler. Et donc, pour revenir au restaurant, ce restaurant, la Cave de Lys, à l'hippodrome de Montauban, qu'est-ce que tu proposes comme plat? Alors, tu es toujours... on a une formule pour le midi. Donc, on est ouvert du mercredi au dimanche midi. Et du mercredi midi au samedi midi, on propose une formule pour le midi, pour le déjeuner. Une formule à 25 €. D'accord. Donc, il y a un choix d'entrée, un choix de plat, un choix de dessert. Et le café, donc pour 25 €. Pour 25 €. C'est correct. Oui. Et le soir, par contre, donc on utilise des produits plus nobles. Donc on va être sur un menu avec mise en bouche, un choix d'entrée, un choix de plat, un choix de dessert à 43 €. Ok. Voilà. Mais c'est un menu carte le soir, donc on n'est pas obligé de prendre le menu complet. Bien sûr. On peut prendre juste l'entrée, le plat, ou le plat et le dessert, ou enfin, juste un plat même. Ouais, d'accord. Et donc là, c'est approprié, il y a les tarifs à côté. Voilà. Et donc ta carte, tu la changes régulièrement? Oui. Alors la carte pour coller au plus près de la saison. Alors c'est une carte qui est courte. Hein. On va avoir 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Ouais. Tu as compris qu'il fallait pas... Quand on travaille tous les produits bruts, on transforme tout, c'est déjà énormément de travail. Chaque plat va avoir une garniture différente, une sauce ou un jus différent. Donc ça demande beaucoup de boulot. Donc c'est pour ça pour assurer des jolis services à 40 couverts, on va se limiter à 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Par contre, on change plus régulièrement. Et comme ça, on colle au plus près de la saison. C'est-à-dire qu'on va changer, au lieu de changer tous les trimestres, la carte, on va la changer 2 fois par trimestre. Tous les mois et demi, 2 mois maxi, on change la carte. Ça donne envie aux clients de voilà, venir... les gens qui connaissent, ils reviennent, ils ne sont pas obligés de prendre la même chose. Alors, tu as peut-être aussi des gens qui reviennent et qui disent parce que j'ai goûté ça, est-ce que vous l'avez à la carte? Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Peut-être qu'après, les best-sellers, les meilleurs trucs, tu les remets? Alors, on a le foie gras mi-cuit qu'on adapte aux produits de saison. L'hiver, on va être plutôt sur un foie gras mi-cuit au vin de pruneau et d'épices douces. L'été, on va partir plutôt sur un foie gras aux fruits rouges, au style framboise. Et ça, c'est le foie gras comme ça. Ouais, travailler comme on le fait. On a des super retours. Il y a des gens qui viennent régulièrement, qui ne regardent même pas les autres entrées. C'est le foie gras, le foie gras. Carrément. Ouais. Là, tu nous donnes l'eau à la bouche. C'est difficile, on est presque... c'est 11h, 11h30. C'est difficile. D'accord, et donc... Donc il y a des là c'est une entrée, le foie gras, mais bon, il y a des... Après le reste, j'essaye quand même de faire bouger les choses. De toute façon, avec les produits, il faut
On prend, parce qu'il n'y a pas que les fruits et légumes de saison. Hein. Oui. Il y a les poissons aussi, il y a une saisonnalité pour les poissons, la viande aussi. Voilà, donc on évolue au gré des saisons, du marché. Voilà. Ouais, d'accord. Et pour créer ces cartes, comment ça se passe? Après, toi, tu fais des marchés, oui, je suis régulièrement c'est quoi ton quotidien? d'acheter, de voir. Tu es toujours en train de regarder. Bon, après, il y a Internet aussi pour se caler un peu sur les trucs. On ne pense pas forcément à des produits. Mais bon, après, on essaie quand même de rester avec des produits au maximum locaux. Oui, tu essaies de travailler avec... Après, c'est difficile, tu ne peux pas tout travailler localement. Du moins en hiver. Peut-être l'été, peut-être un peu plus. Oui, mais bon, après c'est difficile aussi d'aller chercher chez un producteur un autre producteur. Ça prend beaucoup de temps aussi. Donc on essaie quand même de sélectionner des gens qui vont pouvoir nous apporter la quantité nécessaire aussi du produit, quoi. Et ensuite, quand tu fais un plat qui mérite de l'attention, je suis conscient que ça prend du temps à faire. Mais il faut... C'est des automatismes? Comment ça se passe? Parce que pour sortir une assiette comme ça... non, des automatismes, non, pas des automatismes. Mais bon, parce je vais toujours essayer de changer, de ne pas refaire ce que j'ai fait l'année dernière. Oui. Tu vois, Mais la base, c'est le produit. Ça va être le légume, ça va être... on va faire un légume, un poisson, une viande, quand on fait une assiette, un plat, voilà, et un jus. Voilà, c'est les trois trucs qu'il faut réussir à assembler. Une épice, une herbe, un truc qui va apporter une acidité, un truc qui va apporter le twist dans l'assiette, quoi, qui va faire que ça, d'un truc classique, on va passer sur un truc... ça, mais différent. Quand tu vas faire ta recette, en amont, tu vas la travailler toi. Je veux dire, elle va beaucoup évoluer entre le moment où tu la crées et le moment où elle finit sur la carte? Ou est-ce que tu arrives quand même direct à... Des fois, on parce que t'as mis, en fait. Des fois, on démarre une carte. On va partir sur un truc qui normalement doit être abouti. Mais ça peut arriver que les gens disent, on prend quand même l'avis des gens. C'est trop salé, par exemple. Trop salé, non. Mais bon. Ils vont nous dire on sent un peu trop on sent un peu trop l'acidité, tout ça, donc on va réajuster ou une herbe ou un truc. Oui, c'est sûr que si tu as 5 clients qui te disent ça, oui, bon, généralement quand même. On essaie quand même ça peut arriver. Oui. Des fins gourmets, on appelle ça des fins gourmets. Voilà. Mais après, on essaye, on prend toujours l'avis des clients quand même, c'est important. C'est eux qui consomment, c'est eux qui payent, donc il faut que ils soient contents. Oui, tout à fait, il faut qu'ils soient contents. Il faut que quand les gens partent, ils arrivent, ils ont la banane, quand ils repartent, il faut qu'ils aient la banane. Ils aient la banane, bien sûr. Mais en termes de déco aussi, au niveau du plat, je veux dire, le plat aussi, tout son importance aussi dans le design de l'assiette quand tu vas faire ton... Oui. Parce qu'il y a des plats qui vont être creux, il y a des plats... Parce que ça aussi, c'est un travail aussi. Ça, on teste avant. De donner de la profondeur Ça, on teste. L'art de la table, en fait, c'est hyper important. C'est important, vaisselle, tout ça. Bien sûr. C'est pareil. Avant, on avait tout le temps des assiettes plates. À une époque, c'était les assiettes carrées. Ça, c'est fini. C'est vrai. Mais maintenant, tu te dois d'investir aussi dans du matos. Si on veut rester dans la tendance, quoi, il faut... Bien sûr. Oui, si tu veux goûter suivre, un petit truc, il faut quelque chose d'original. Tes assiettes sont sont gravées? Non, parce que déjà c'est... Ça revient quand même cher. Non, on est vite fait à 15-20 balles l'assiette d'accord. de base, donc si en plus tu fais des trucs sur mesure... Oui, j'imagine que ça va coûter... Ça chiffre vite. Ça vite chiffré. Ouais. Et donc aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la restauration, alors on va dire déjà un jeune qui veut se lancer dans la restauration, qui est
comme toi au départ, c'est-à-dire il aime cuisiner, il aime les odeurs, il a les odeurs de la cuisine, il est captivé par sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui lui faisait à manger. Alors le truc c'est de penser que si on fait une super tarte aux pommes, on est cuisinier quoi. C'est ça. Après aussi de pas trop regarder la télé non plus. Oui. Parce que c'est sympa ce qu'ils font à la télé, mais c'est pas non plus la vie. C'est pas la réalité. La réalité des choses. Oui. Il faut vraiment avoir ça. Il faut avoir peut-être un jeune de demander à faire des stages, de voir comment ça se passe en cuisine réellement, quoi. De sentir un peu le truc du métier, si on l'a ou si on l'a pas. Nous, le matin, on est en production, quoi. On produit pour le service du midi, pour le service du soir. Oui, c'est de l'organisation. Oui, c'est une organisation. Oui, c'est voilà. ça. Donc voilà, de voir comment ça se passe, un service, quand il y a le coup de feu, quand des fois le ton monte un petit peu parce qu'on est à la bourre, parce qu'on ne sort pas. Alors je connais un petit peu ce milieu parce que moi j'ai de la famille dans la restauration, pas mal de familles. Je crois qu'en fait, j'ai beaucoup de gens passionnés par la cuisine. J'avais d'un côté j'avais un oncle et une tante qui avaient un restaurant dans les gorges du Tarn, au Rosier. Et mon oncle était le cuisinier. Ils avaient un hôtel-restaurant, qui a pendant peut-être, je sais pas moi, 40 ans. C'est la grand-mère qui l'avait, le fils qui a repris. Et voilà, toute sa vie. Et puis là, maintenant, il est à la retraite. Ouais. Mais il faisait de la cuisine traditionnelle. Il faisait des chevreuils à la broche, du sanglier. C'était comme ça, là-bas en plus, à l'époque. Et donc, c'était cuisine traditionnelle. Et à côté de ça, j'ai un oncle et une tante, pareil, qui, eux, étaient dans la cuisine comme toi, gastronomique. Et mon oncle, passionné de cuisine, et encore aujourd'hui, il a à peu près la soixantaine. Il a du mal à arrêter. Il a eu des restos toute sa vie, mais aujourd'hui, il est chef cuisinier dans un restaurant à La Rochelle. Mais il a eu plusieurs affaires, dont une belle affaire sur l'île de Ré. Voilà. Où c'est le même style de personnage que toi. C'est-à-dire quelqu'un passionné, à fond dans son travail. J'ai beaucoup appris avec des gens comme ça. Parce que je faisais des saisons là-bas. Donc j'ai vu mon oncle péter les plombs. J'ai vu cet esprit quand même où c'est speed. Comme tu dis, c'est le feu, on se marche dessus. Et on mâche pas ses mots. Des fois ça sort. Et on a malheureusement. Alors après, moi je trouve que ça fait partie du contexte de la restauration. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est le feu en cuisine. C'est le cas de le dire, c'est le feu en cuisine. Et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage aussi à tous ces gens qui sont dans l'ombre, finalement. C'est sûr. On ne les voit pas, mais ils bossent. Ils bossent. Alors le restaurateur, le mec qui fait la plonge, parce que je le dis aussi, mais c'est vrai que si l'assiette elle est propre, si tout est nickel, ça fait partie du délire en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde a bossé. Donc c'est un métier. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès que ça gueule un peu, dès que ça te secoue un peu, on lâche vite l'affaire en fait. Mais moi j'ai l'impression aussi, en tout cas je le vois avec ma famille dans la restauration, c'est des gens qui ont toute leur vie qui ont bossé finalement. Qui ont eu du boulot, qui ont travaillé, et parce qu'ils étaient passionnés, parce que c'était leur motivation de se lever le matin pour faire de la qualité aux gens. De toute façon, pour faire ce métier, il faut. Si t'es pas passionné. Il faut être passionné. Si tu peux pas te lever le matin si tu dis fais chier. Faut que j'aille bosser là. Non, moi il y a des nuits, je fais. C'est 5 heures quoi, c'est 5-6 heures max. Bien sûr. Et puis le matin, il faut que j'aille faire des courses, faire le marché, faire un truc pour Donc il faut. Et c'est quoi que tu aimes le plus dans ce métier ? Il y a un truc vraiment, si tu devais lâcher plein de trucs dans ton métier, s'il y avait un truc que tu devais garder, c'est quoi ? Est-ce que c'est vraiment là ? Est-ce que toi c'est toute la mise en place ?
c'est un truc, la création. C'est un peu global, hein, c'est le truc de recevoir les gens chez toi, et puis de leur amener un peu de plaisir, quoi. Bien sûr. Tu vois, si on a réussi ça, c'est top. Ouais, c'est sûr. Ah, de toute façon, c'est la base. Ouais, après, voilà, c'est tout un ensemble de choses, comme on disait, hein, et qui fait que pour que les gens ressortent contents, il faut que tout soit parfait. Tout, voilà. L'accueil, le machin, tout. C'est ça. Voilà. La vaisselle, la propreté, le service, l'hygiène, bien sûr. C'est un ensemble, quoi. Donc sortir un truc, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais c'est vrai que moi, à la base, c'était faire la cuisine. Quoi. Faire la cuisine, c'est ça. Et une question, est-ce que chez toi, t'es un cuisinier, donc tu vas faire la cuisine. J'en fais. Mais il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que toi. Ok, tout le monde participe. Ma femme. Elle te dit au bout de demain, c'est bon, je le fais. Quoi. Ouais. Et puis, quand elle débrouille plutôt bien. Ouais, donc, d'accord. Plutôt très bien même. Ok, super. Voilà. D'accord. Et voilà, après, il y a ma fille qui fait un peu de pâtisserie aussi. Voilà, t'as des enfants, t'as une fille. J'ai une fille. Et donc elle aime bien faire la pâtisserie, elle est gourmande aussi, comme papa. Donc est-ce que quel âge elle a, ta fille? Elle a 15 ans. 15 ans, est-ce qu'elle tend vers... Non, moi je veux pas. D'accord. Fais autre chose, s'il te plaît. Mais après, non, parce que si elle aime, c'est un joli métier, mais bon, ça devient de plus en plus compliqué quand même. Oui, bien sûr. Mais ça devient compliqué, mais si elle aime, tu peux pas y aller. Mais... Je dis ça parce que moi, on m'a souvent dit, parce que je te dis ça parce que moi j'adore manger, j'aime manger, je cuisine chez moi, j'aime cuisiner. Alors je suis pas un restaurateur, mais j'aime cuisiner. Mais ma famille, qui était dans la restauration, je les ai vus travailler, je les ai vus faire, et eux me disent non, fais pas ce métier. Parce que c'est un métier, ils étaient, comme je te disais, jour et nuit. J'ai cette image-là. T'es esclave, voilà. Mais au final, quand tu les regardes, ils ont fini leur carrière, ils ont eu une belle carrière de passion. Moi, je trouve ça magnifique, en fait. Plutôt que d'aller travailler dans un truc où c'est... c'est ça. Donc finalement, si elle a envie de faire ça, tu vas pas y empêcher. Non, mais tu lui dis, bon, essaye de voir autre chose. Voilà, il n'y a pas que ça, essaye de voir. Il n'y a pas que ça, voilà. On aurait tendance plutôt à se diriger vers un milieu médical, entre guillemets. D'accord, on verra ce qu'elle peut faire. Et puis après, de toute façon, on peut très bien avoir sa passion pâtisserie. Si c'est ce qu'elle veut faire, elle le fera. C'est pas, voilà. Je ne veux pas que ce soit une obligation. Tu ne veux pas imposer, Voilà, non. Tu veux pas imposer. Elle fera ce qu'elle voudra. Est-ce que toi, tes parents... non, on n'en a pas parlé. Non. Tes parents t'ont pas imposé, tu n'as rien imposé du tout. Non, du tout. Ils ne sont pas du tout dans la restauration. Voilà, donc voilà. Et du coup, ils devaient être contents. Ils devaient être contents. oui, non, ils sont contents, mais bon. Au début, c'est un métier quand même. Ça va te. T'es sûr que tu vas faire ça? Ouais, c'est ça. Je me rappelle le premier entretien avec la directrice du lycée hôtelier de Saint-Gaudens. Attention, hein, les jours fériés, le soir. Il faut savoir que vous ne serez pas à la maison, quoi, hein, vous serez à travailler, quoi. Ils te préviennent, quoi. Il faut le savoir, quoi. Oui, bien sûr. Et dans ta famille, tu es le seul, à peu près, dans la restauration? Oui. D'accord. Je te dis à part mes oncles qui avaient à l'époque ça, mais je veux dire, voilà, les cousins, cousines, on va dire, j'ai un footballeur, pro, qui est... Ah, la famille? Ouais, ok. Maintenant, il mange bien maintenant, alors. Il mange bien maintenant. Maintenant, il est sorti du circuit, mais bon, il a joué quand même à la Sociedad. Ouais, c'était avec Griezmann à l'époque. Mais c'est qui? Yacine Cadamuro, il s'appelle aussi. Ah oui, d'accord, ok. C'était un bon, quoi. Il a été, comme il avait la double nationalité algérienne et française, il a joué pour l'équipe d'Algérie. Il a fait le mondial au Brésil. Avec l'équipe d'Algérie. Quand même. Quand même. Ah, belle carrière. Super. Donc, mais c'est beau, comme quoi. Bon, après, voilà, c'est pas dans la restauration, quoi. Ouais, c'est pas dans la restauration, bien sûr. Mais en attendant, voilà, tu ressors du lot quand même, parce que, comme je te disais, il y a des familles, et c'est des familles de restaurateurs. Ouais, non. Tu vois. Donc, ensuite,
vu que là on est sur un fond avec des vins aussi, je voulais savoir quel type de vin tu proposes. Est-ce que tu proposes des vins locaux? Essentiellement une carte de vins locaux. Mais après, bon, on est obligé quand même d'avoir des vins qui... Parce que bon, le terroir français, quand même, il y a quand même... Il est large, oui, bien sûr. Donc là, on part un peu sur du Médoc. On a après un gros Hermitage, on a du Chablis. Mais après, des bonnes petites bouteilles, après, avec des vignerons. Je pense au domaine de Guillot, qui est à Montalza, fait un super travail. Moi, j'adore. Voilà, des vins de Saint-Sardos aussi là-haut. Et donc, du coup, aujourd'hui, pareil, est-ce que tu as vu une évolution de la consommation? Comment ça se passe? Est-ce que les gens prennent... est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un type de clientèle qui va automatiquement prendre une bouteille de vin avec le repas? Ou est-ce que, quand même, ça a diminué la consommation? Ça a diminué légèrement du fait que, bon... conduite, voilà. Conduite, tout ça, c'est sûr que... Mais bon, on propose aussi des demi-bouteilles, oui. Voilà, pour quand ils sont en couple. Oui, parce que j'imagine que quand on mange chez toi, ouais. Bon, quand on se fait plaisir... C'est plus agréable de boire voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ton type de clientèle a cette habitude de boire du vin quand même, de se faire plaisir? Oui. Parce que je pense ça va avec quoi. Ça va avec quoi, ouais. On y va, on se lâche, on se fait plaisir, ça va avec. de A à Z. Et au niveau des desserts, donc de la pâtisserie, donc ça aussi c'est quelque chose que pour toi c'est important, finir sur une belle touche. On conclut le repas sur une pâtisserie, donc c'est souvent la dernière image qu'on va avoir, donc il faut que ce soit travaillé. Que ce soit bien. Quoi. Et donc ça aussi, tu as des gens qui vont gérer la partie pâtisserie, voilà. Mais toi tu as quand même ce côté où tu vas donner ton avis, j'ai un pâtissier, on en discute et puis bon après c'est moi qui tranche quoi, sur la carte. Quoi, on va avoir des idées, on va échanger et après voilà on part sur une voie quoi, on définit un truc et on y va quoi. Après voilà, c'est pareil, la pâtisserie a évolué. Donc c'est pour ça qu'on fait là on va faire des stages sur. Tu vas faire des stages pour te mettre à niveau. Oui, voilà, parce qu'il y a des tendances, des nouvelles techniques qui arrivent, qu'on sache un peu, qu'on soit au goût du jour quoi, pas largué quoi. Bien sûr. Mais quand on voit, encore une fois sur les réseaux sociaux, Cédric Grolet, qui fait connaître, qui au final fait connaître la pâtisserie, la viennoiserie. On est à Paris, c'est pas Montauban là. On est sur une autre planète. On est sur une autre planète là, parce que bon. Mais quand même, grâce à des gens comme ça donne envie de se mettre à la page, parce qu'ils proposent des tendances quand même. Il faut suivre les tendances. Il y a des façons de faire. Et puis ensuite, du coup, au niveau de ton équipe, donc tu as une équipe, on va dire. On a fait une équipe depuis qu'on est arrivé ici. D'accord. Donc une nouvelle équipe. Il a fallu prendre une nouvelle équipe. Oui. Former de nouveaux jeunes. J'ai un jeune qui est aux entrées. D'accord. Celui qui m'a remplacé au show, parce que maintenant moi, je suis plus passé en salle. Je n'arrive pas à trouver de serveur, donc je suis plus davantage passé en salle. J'ai un jeune que j'ai formé pendant 1 an et demi au show, avec moi, qui travaille avec moi, et puis bon, j'ai toujours quand même l'œil. T'as toujours l'œil, t'es là. Je sais pas. Je suis là, tous les jours je suis là, midi et soir je suis là, donc voilà, je surveille, j'explique les sauces, tout ça. Que tout soit bien carré. Soit bien carré. Et puis j'ai John, le pâtissier, qui lui était là avant qu'on ferme. Qui était là à la Cavodis. Voilà. Parce que quand je l'ai revu, je me suis dit, il me dit quelque chose. Lui qui est revenu. Ouais, c'est bien. C'est bien qu'ils soient revenus. C'est bien. Qu'ils soient là. Et donc du coup ça c'est des gens avec qui tu as déjà bossé, donc tu sais comment ils bossent. Voilà, on se connaît quoi. Ils me connaissent et je les connais. Vous connaissez, oui, c'est sûr. Voilà. Et oui, parce qu'à Montauban,
aussi en termes d'offres de restauration, il y en a quand même pas mal. À Montauban, on est quand même bien servi si on veut manger à Montauban. Alors, il y a de tout. Il y a du traditionnel, on a du fast-food, on a vraiment de tout. D'ailleurs, en table gastronomique, on va dire, à Montauban, tu dois connaître du coup tes concurrents. C'est plus des collègues. Voilà, c'est pas des concurrents. C'est plus des collègues, ouais. Moi, je fais partie de la Brigade du Goût, c'est l'association des restaurateurs du Tarn-et-Garonne. Explique-moi ça, qu'est-ce que c'est alors? Alors, ça, c'est une association de gens qui ont pour but de se rassembler, on fait des réunions de temps en temps, et on essaie de travailler avec les producteurs locaux, les produits de saison bien sûr, et voilà, et puis tout simple, on a créé des événements. À l'époque on faisait comment ça s'appelait, c'était à 1h30. On faisait une soirée. Et donc vous faisiez, tous les chefs faisaient des plats. On avait à l'époque on avait des pôles. On avait des pôles, on était 3 par pôle, on proposait des bouchées, un faisait l'entrée, un faisait le plat, un faisait le dessert, mais en forme de bouchée, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois, et du coup on demandait un ordre d'entrée, et puis les gens pouvaient passer sur tous les pôles. On était une quinzaine, sur tous les pôles, et on pouvait déguster. Il y avait les producteurs des vignerons, il y avait des producteurs sur le melon, sur l'ail de Lomagne. Mais ça existe toujours? On l'a arrêté parce que c'était un peu trop onéreux, quoi. Ah, ok. Voilà. Et ça a duré combien de temps, ça? On l'a fait sur peut-être 3-4 années, je pense. Ouais, ce que j'allais dire, j'avais vu passer. Une soirée en septembre, je crois. Ouais, d'accord. Donc là, tu avais tes confrères alors? Ouais, voilà. Dans la Brigade du Goût maintenant. Donc, qui c'est qui a alors, il y a Antoine, qui est le coprésident, avec Lydie, qui est le Moulin de Moissac. Oui, d'accord. C'est les 2 coprésidents. Okay. Sur Montauban, on a donc Antoine, on a le restaurant Nous, et, qui est rue Bessières, et on a David, qui est les 5 bouchons. Oui, d'accord. Avant, il y avait Jean-François aussi, Jean-François, Fuite de l'eau. Oui. Moi, à l'époque, je me souviens de la cuisine d'Alain. Oui. C'était du gastro? Oui, à l'époque, à l'époque c'était la table de ça parce que mon père, il allait souvent. C'est la table de Montauban. Là-bas pour signer des contrats. T'allais là-bas pour signer des contrats à l'époque. Ouais, d'accord. C'est fini maintenant, il est à la retraite. Je le vois, moi, il fait partie des Kiwanis, donc je le vois régulièrement à l'Emblanc. Mais d'ailleurs, ça n'a jamais été repris, ce restaurant? Non. Il était bien placé. Ouais. Il y avait quoi après qui marchait bien aussi à l'époque à Montauban? Il y avait le fil de l'eau, il y avait le Ventadour, David. Le Ventadour, oui, le Ventadour, bien sûr. Le Ventadour. Il y avait quand même des. Il y a Saverdin, non? Oui, exact. Saverdin, ça me revient, voilà. Cyril Pesseran, Parce que j'ai mon oncle et ma tante qui avaient à l'époque ce projet de déménager suite au. Ils étaient à l'île de Ré et puis ils avaient envie de voir autre chose. Et puis ils étaient pour prendre les Saverdins. Ah oui. Voilà. Et puis finalement ils sont repartis sur La Rochelle. Et La Rochelle, après, maintenant c'est un truc de déco. C'est plus pareil. C'est plus de la restauration. Donc aujourd'hui, moi c'est ça aussi que je suis fier que tu sois là en train de discuter de ton métier. Oui. Parce que regarde, quand on fait le point, petit à petit, la gastronomie, ça existera toujours en France. Mais je veux dire, regarde, vous n'êtes pas nombreux, finalement. Et bon, d'un côté, t'as mieux. Et comme ça, au moins, on peut venir chez toi, il n'y a pas le choix. Voilà, comme à Paris ou comme dans les grandes villes. Mais je veux dire, ça fait plaisir de voir que tu es toujours là, que tu es passionné, toujours passionné, que tu as toujours envie d'aller jusqu'au bout des choses. De toute façon, c'est ta vie, la cuisine. Donc, c'est sûr. Tu vas pas nous lâcher comme ça.
Même si à un moment donné, peut-être que oui, tu seras à la retraite. Et, au jour, j'espère quand même que tu sois à la retraite. Mais bon, mais c'est pas le plus tard possible. C'est pas encore là. Voilà, le plus tard possible, t'es jeune. T'es jeune. Ouais. Même si tout à l'heure t'as galéré pour savoir ton âge, t'es jeune. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ça fait plaisir d'être chez toi. Et puis, de toute façon, on va travailler ensemble pour faire découvrir cette adresse-là. Ouais. Et d'ailleurs, ben voilà, si vous avez envie de manger de bons plats gastronomiques sur Montauban, n'hésitez pas à réserver une table donc à la Cave aux Délices. Vous pouvez appeler pour réserver. Si tu peux nous rappeler encore une fois les horaires d'ouverture. Alors, on est ouvert du mercredi midi au dimanche midi inclus. Nous sommes donc fermés le dimanche soir, lundi et le mardi toute la journée. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir réserver par téléphone. On peut aussi réserver sur le site. Oui, sur le site, sur le site internet, la caveauxdélices.fr. Voilà, tout à fait. Et puis, dans tous les cas, on se reverra. J'espère. Voilà. pour peut-être refaire un point, comment ça s'est passé. Merci pour cet échange. Et merci à toi. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire? C'est démentiel. Ouais, on peut dire ça, ouais, c'est démentiel. Je t'ai poussé à le dire, mais voilà, je souhaitais terminer ce podcast, ce 4e podcast, en vous disant que si vous êtes passionné, si vous avez des rêves, si vous avez envie de changer de cap, de changer de vie, ben, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Donc si vous aimez la cuisine, si c'est une passion, allez-y, foncez. Vous pouvez même aller poser des questions à des restaurateurs. Je pense qu'ils seront vraiment contents de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Passion Démentielle de C Démentiel Magazine. Activez les cloches de notification. Mettez cette vidéo en favori. Vous pouvez aussi poser vos questions, laisser un commentaire. Ça donne de la force au podcast. Et puis je vous dis à la prochaine pour le podcast numéro 5. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà. Merci. Merci à toi. Top.